Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction de France 24. Direction la frontière entre les États-Unis et le Mexique, frontière longue de 3000 km, qui est en train de devenir un problème politique pour Barack Obama. La crise migratoire de cet été a placé cette question au cœur des élections législatives de mi-mandat dans quelques jours. Mais cette crise est aussi le symptôme d'un manque de coopération avec le Mexique voisin. Alors qu'au nord de la frontière, on tente par tous les moyens d'enrayer les entrées illégales, côté mexicain, les coyotes, ces trafiquants d'êtres humains, ont presque pignon sur rue et dans certains villages, quasiment toute l'économie locale est basée sur la migration illégale. Voici donc le reportage de nos correspondants des deux côtés de cette frontière entre le Mexique et les États-Unis. Le jour se lève dans le désert de l'Arizona. Ces hommes en tenue de camouflage sont déjà en patrouille, armés jusqu'aux dents. Ça, c'est un robot mixeur et ça sert à faire de la purée. Mais non, je rigole. Spider et Axton, ce sont leurs noms de code, sont des vétérans de l'armée américaine. Ils ont servi en Irak et en Afghanistan. Ils consacrent désormais leur temps libre à cette milice privée, bénévolement. Leur mission, empêcher l'entrée d'immigrés clandestins sur le sol américain, avec en ligne de mire la politique de l'administration Obama. Si on ne le fait pas, qui va s'en charger? La frontière n'est pas sécurisée, donc on n'a aucune idée de qui la traverse. Et je veux défendre mon pays. Si le gouvernement ne veut pas le faire, alors on doit se mobiliser. Si tu regardes là-bas, tu vois la frontière mexicaine. On voit une partie de la barrière. À part là, c'est grand ouvert. Face à la crise migratoire sans précédent l'été dernier, les milices privées ont repris du service. Tim est le chef du groupe. Il a dépensé 20 000 € pour former son équipe. Aujourd'hui, on va ratisser 15 km de frontière. Et j'ai amené 8 hommes avec moi. Tim conduit une opération commando de 10 jours non-stop, une chasse aux clandestins. Plus tu vas haut, mieux c'est. Tu vas pouvoir couvrir toute la zone jusqu'en bas. Jumelles infrarouges, radios satellitaires et fusils d'assaut, la milice de Tim dispose d'un arsenal de guerre, mais assure ne s'en servir que pour intimider. On serait fou de patrouiller ici sans être armé, parce que ceux qui traversent sont armés. Moi je dis, mieux vaut prévenir que guérir. Certains sont même des civils. Ils se surnomment les patriotes. Cette photo, je vais l'envoyer à mes parents. Dans la vie, Aaron est plombier. Il a pris des vacances pour venir spécialement du Texas à ses frais. J'ai payé à peu près 2500 $ pour le billet d'avion et un peu d'équipement. J'en avais déjà, mais j'ai dû acheter pas mal de trucs. Mais c'est de l'argent bien dépensé. Mais c'est beaucoup d'argent, non? Oui, c'est beaucoup d'argent. 2500 $, c'est beaucoup d'argent, surtout pour un plombier. Ce soir-là, tout est calme. Aucun migrant illégal à l'horizon. La luminosité de la pleine lune et les rondes incessantes de la milice les ont sans doute dissuadés de passer. Le lendemain matin, Tim tient à nous montrer ce qui le met en colère. Au fil des kilomètres, le rideau de fer quasi infranchissable devient beaucoup moins impressionnant, voire même presque inexistant. Voilà notre barrière. Voilà ce qui empêche les terroristes, les trafiquants de drogue et les clandestins d'entrer. Voilà notre protection. La Border Patrol, la police fédérale des frontières, patrouille sur le même territoire. Officiellement, elle condamne l'activité des miliciens à la frontière et ne souhaite pas apparaître à leur côté. Mais en réalité, tout le monde travaille ici main dans la main. Malgré les instructions de sa hiérarchie, cet agent se laisse aller à la confidence. Beaucoup de gens sont contre eux, et nous on a l'instruction de ne pas les approcher. Mais moi je les apprécie, parce que lorsqu'il y a un changement d'équipe, il y a souvent un manque et eux ils sont là. Donc j'apprécie leur aide. Je suis un patriote, vous savez, j'ai servi dans l'armée et je continue à servir mon pays aujourd'hui, donc on prend l'aide là où elle se trouve.
Selon la police des frontières, la zone est de plus en plus dangereuse, sous l'influence grandissante des cartels de la drogue qui contrôlent le passage des migrants. Ces 20 dernières années, 10 agents fédéraux ont été tués. Comme l'agent Ray, les membres de la police des frontières risquent leur vie chaque jour en patrouille. Voici le mémorial érigé en hommage à l'agent Alexander Kirpnik, qui a été tué ici par balle. C'est vrai que ça nous arrive d'être confrontés à des trafiquants armés. Ils n'ont vraiment eu aucune pitié pour lui. Ça nous rappelle que l'on doit toujours rester sur nos gardes pour rentrer vivant chez nous le soir. Malheureusement, ça n'a pas été le cas pour lui. Hors caméra, les agents fédéraux déplorent ne pas être assez nombreux pour sécuriser cette frontière longue de plus de 3000 km. Seulement un agent en poste tous les 3 km dans cette région du sud de l'Arizona. Des conditions difficiles qui poussent certains agents à bout. Sur cette vidéo filmée au téléphone portable, l'un d'entre eux vide ostensiblement des bidons d'eau, des bouteilles déposées dans le désert par les associations humanitaires pour aider les migrants. On estime que seul un migrant sur 3 est stoppé dans sa traversée. Il sera soit expulsé vers son pays d'origine quand on le connaît, soit provisoirement autorisé à rester aux États-Unis en attendant une décision de justice. À Tucson, à 100 km de la frontière, la gare routière devient la nuit un port d'entrée aux États-Unis. Rebecca s'y rend chaque soir pour aider les familles à s'orienter. Quand tu seras au tribunal, raconte-leur tout ce que tu as vu chez toi, tout ce qui se passe. Dis-leur que tu veux l'asile. L'asile. Tu demandes l'asile. Irma fuit la violence du sud du Mexique. Elle part pour Atlanta, là où son père l'attend, elle et ses 3 enfants. Nous sommes ici parce que j'espère un avenir meilleur pour mes enfants, d'un point de vue économique, mais aussi pour qu'ils apprennent la langue. Là-bas, elle est aussi attendue au tribunal, qui décidera ou non de lui donner des papiers, pour peu qu'Irma se présente à la convocation. S'ils restent sans papier et qu'ils ne vont pas au tribunal, ils seront comme les millions qui vivent ici sans papier et qui vivent dans la peur constante d'être pris un jour. Par exemple, sur leur lieu de travail. Ils devront faire profil bas. 4 bus et près de 3000 km attendent Irma et sa famille. S'ils ne réussissent pas à obtenir des papiers, ils vivront dans la peur d'une expulsion. Depuis l'arrivée de Barack Obama à la Maison-Blanche il y a bientôt 6 ans, 2 millions de migrants ont été renvoyés. Un record. La plupart des expulsés avaient déjà construit leur vie aux États-Unis et tentent de revenir à n'importe quel prix. Nous sommes au Mexique, à 100 km au sud de l'Arizona, la porte d'entrée d'un désert impitoyable. Des croix en mémoire des migrants morts non loin de là annoncent la couleur. Ici, pas de police, c'est la mafia qui est aux commandes. À Altar, le village tout proche, des boutiques vendent le nécessaire pour les 7 jours de marche prévus dans le désert. Monsieur, vous n'auriez pas de ces chapeaux avec un foulard intégré pour protéger la nuque? Enrique a passé les 30 premières années de sa vie aux États-Unis. Expulsé il y a 6 ans pour trafic de drogue, il veut retourner dans ce qu'il considère comme son pays. C'est la première fois qu'il se prépare à traverser le désert. On vend des sacs à dos, des pantalons et des t-shirts à motif de branchage. Ça, c'est pour que la police des frontières ne suive pas tes empreintes de pas. C'est pour qu'ils perdent ta trace. Presque tous les habitants d'Altar vivent de la migration. Et bien sûr, on a aussi les cierges, si tu veux en allumer à l'église pour que Dieu t'aide à traverser. Certains habitants louent leur maison aux migrants pour la nuit, ou se livrent à un commerce bien plus juteux, le trafic d'êtres humains. Ces camionnettes transportent les migrants vers la frontière à prix d'or. Enrique a essayé de négocier avec eux. Environ 7000 $. Ça inclut quoi? Alors d'abord, on te conduit à la frontière. Après, tu marches, puis quelqu'un passe te prendre et te conduit jusqu'à ta destination. Plus de 5000 €, inabordable pour l'immense majorité des migrants. Mais la mafia propose une alternative. Ça va? Sarah a grandi à Altar. Elle travaille dans un refuge pour migrants.
Ici, les conversations sur ce trafic se font toujours à demi-mot. Tu te souviens de ce jeune homme avec une queue de cheval? Il est parti. Mais il est parti normalement ou en tant que bourrero? Non, en tant que bourrero. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu transportes un sac de drogue. Vous savez, souvent, ils n'ont pas d'argent. Et donc, c'est une option plus facile qu'ils leur proposent pour passer la frontière gratuitement, mais avec un chargement. Un migrant sur 10 a de quoi payer. Les 9 autres vont transporter de la drogue. Moi, je n'ai pas d'argent pour payer ce voyage. Tu vas le faire toi aussi? Oui, bien sûr. S'ils sont arrêtés dans le désert avec de la drogue, les migrants seront les seuls à être inquiétés par la justice. Ceux qui tirent les ficelles du trafic sont en place depuis des années. Tout ça est contrôlé par un seul groupe. Je ne sais rien de... Je ne sais pas qui c'est. On ne parle pas de ces choses-là ici? Moi, je ne me mêle pas de tout ça. Ça ne me plaît pas. C'est aussi le crime organisé qui, depuis un an, a mis des milliers de migrants sur les routes. Depuis le Honduras et le Mexique, ils ont traversé en masse la frontière américaine pour trouver refuge. Je viens d'appeler ma mère. Elle m'a dit ne viens pas, surtout ne viens pas. Retourne aux États-Unis ou à Tijuana, fais ce que tu veux, mais ne reviens pas. Pourquoi j'irai? Si j'y vais, ils vont m'obliger à extorquer et à tuer des gens. Et si je refuse, ils vont me tuer, et ma famille avec moi. Sarah doit superviser le repas du soir au refuge. Bonjour, comment allez-vous? Mais un couple venu du Guatemala l'attend déjà. Qu'est-ce que vous faites ici, à Altar? On recherche notre fils. Ronald a disparu il y a plus d'un an, sur la route des États-Unis, d'où il avait été expulsé quelques mois plus tôt. Les derniers à l'avoir vu sont les coyotes, les passeurs de migrants dont il avait loué les services. Il est passé par ici, en route vers les États-Unis. Mais au milieu du désert, il a commencé à avoir des crampes partout dans les jambes. Il ne pouvait plus marcher. Alors ils l'ont abandonné. Les parents de Ronald ont écumé toute la région pour chercher des nouvelles. Sarah est la dernière personne qu'ils vont consulter. Rien que ce mois-ci, ce sont les 5e parents qui viennent chercher leur fils. J'ai regardé dans la liste depuis début juin et jusqu'en août. Et il n'y est pas? Non. Et je suis en train de relire toute la liste jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'est nulle part. La dernière lueur d'espoir vient de s'éteindre pour ses parents. Ronald est certainement mort dans le désert. Enrique, tu étais là ce matin, n'est-ce pas? Ok, entre. Dans le réfectoire, des cartes de la région signalent les migrants retrouvés morts dans le désert ces dernières années. Une ultime tentative de dissuasion pour ceux qui se préparent à partir. Je ne pense pas à ça. Si j'y pense, ça va m'empêcher de le faire. Et je ne veux pas que quoi que ce soit m'en empêche. Avec mon casier judiciaire, s'il m'attrape, j'en aurai pour un paquet d'années. Je ne veux même pas y penser. Je ne les laisserai pas m'attraper. Je ne peux pas me permettre un échec. Bloqué à Altar depuis trop longtemps, Enrique n'a plus le droit de dormir au refuge. Ta famille ne sait pas où tu te trouves? Non. Et je ne veux pas leur dire. Je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Ma mère surtout. Enrique veut à tout prix éviter de transporter de la drogue pour le compte des coyotes. Mais il n'a pas $1 en poche. Il s'apprête donc à choisir la solution la plus dangereuse. Tu serais prêt à y aller tout seul? Franchement, oui. Enrique est conscient des dangers qu'il devra affronter pour réaliser son rêve. Reprendre sa vie à zéro, mais surtout, revoir sa mère. Je voulais lui faire la surprise pour Noël ou Thanksgiving. Je viendrai avec des fleurs et de quoi manger pour se faire un dîner. Mais Dieu seul sait quand je pourrai enfin faire ça. Même s'il arrive à bon port, Enrique, sans papier, ne pourra pas baisser la garde. Comme pour des milliers de migrants, la traversée du désert ne sera que le début d'une vie d'angoisse et d'incertitude. Et en duplex de Mexico, on retrouve notre correspondante Laurence Cuvillier qui a réalisé ce reportage également avec nos correspondants aux États-Unis. Laurence, vous avez eu des nouvelles de Enrique depuis votre tournage? A-t-il réussi à franchir cette frontière?
Enrique est parti d'Altar apparemment il y a à peine 4 jours. Il doit donc être en ce moment même en train de traverser le désert et on n'a évidemment aucun moyen de savoir si tout va bien pour lui. Alors on est à peu près certain qu'il n'a pas pu payer les 7 000 $ que lui réclamaient les trafiquants d'êtres humains. Mes contacts à Altar ne l'ont pas vu partir, donc on ne sait pas s'il est parti finalement avec un sac de drogue ou s'il a tenté l'option la plus dangereuse qui est de traverser le désert seul comme il l'envisageait. Alors on est surpris au début de ce reportage par cette cohabitation qui semble arranger tout le monde côté américain entre les milices privées et la police des frontières. C'est assez incroyable. Oui, effectivement, mon collègue et co-auteur de ce reportage, Sébastien Buanea, a observé d'ailleurs les modalités de cette collaboration sur le terrain. Alors c'est tout d'abord une concordance de point de vue. Les milices comme la police des frontières sont en général très patriotes, anti-immigration. Ils partagent l'idée que cette frontière peut être une passoire pour d'éventuels terroristes, une peur qui d'ailleurs jusqu'à maintenant ne s'est pas révélée fondée. Et puis sur le terrain, ils s'entendent logistiquement. Les agents de la police des frontières se plaignent de ne pas être assez nombreux pour surveiller le territoire. Ils se plaignent aussi de ne pas avoir, par exemple, de scanner radio, ce qui leur permettrait d'intercepter les communications entre les trafiquants d'êtres humains. En revanche, les milices disposent de ces scanners et il leur arrive de les prêter sous le manteau aux agents de la Border Patrol. Autre exemple, quand les agents de la police des frontières se passent le relais à la fin de leur journée de travail, il arrive qu'il y ait un flottement dans la surveillance et c'est dans ces cas-là, ces milices privées qui prennent le relais pour renforcer la surveillance le temps que le passage de relais se fasse. Alors, dernière question, Laurence. Cet été, il y a ce qu'on appelle une crise migratoire. Des dizaines de milliers de personnes ont franchi cette frontière, parmi eux beaucoup de mineurs. C'est un problème politique majeur pour Barack Obama à quelques jours des élections de mi-mandat. Quel impact ça va avoir ? Dans la mesure où cette élection va être très serrée, le vote de la communauté latino peut être effectivement déterminant. Il ne manque que 6 sièges aux républicains pour reprendre la majorité au Sénat, par exemple. La communauté latino, traditionnellement, vote plutôt démocrate. Alors, on ne s'attend pas à ce qu'ils votent républicain cette fois-ci. Mais la déception générée par Barack Obama dans cette gestion de la question migratoire peut provoquer un abstentionnisme chez les latinos, ce qui serait effectivement dangereux pour les démocrates. Laurence Cuvillier à Mexico, notre correspondante qui a réalisé donc ce reportage sur cette frontière de tous les dangers. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.